Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à WhatsApp Caribbean et merci de nous rejoindre. Ce soir, nous avons deux écrivains à notre émission. Et ce qu'il y a de spécial avec nos deux écrivains, c'est qu'ils ne sont pas des écrivains de formation. Ce sont des gens qui ont d'autres professions et qui ont décidé d'écrire des livres pour des raisons différentes. Notre premier invité, vous l'avez déjà vu à WhatsApp Caribbean, il a écrit 3 romans sur l'histoire d'Haïti et ce sont des livres vraiment intéressants. Il s'agit de monsieur Daniel Bayard que nous allons encore une fois écouter ce soir pour d'autres propos. Et notre deuxième invité, il est surtout connu dans le monde des affaires en Haïti. Il est comptable de formation. Et il a écrit son autobiographie. Il veut raconter sa vie, sa carrière. Il s'agit de William Eliassin. Si vous aimez la lecture, si vous aimez les gens intelligents qui ont des choses intéressantes à vous raconter, vous allez passer un très bon moment avec nous ce soir. Donc installez-vous confortablement. Nous vous revenons dans quelques minutes. I'm Cindy. I'm studying to become an English teacher, and I love Island TV. Why? Because we are the Caribbean. We are Island TV. We need to reveal our fundamental contributions in America. We need Island TV to reveal our different beautiful Caribbean cultures for the world to respect and understand us better. Grow your business while supporting the only Caribbean television station in Florida. Advertise with Island TV. Mesdames et messieurs, dernièrement, nous avons eu un show en compagnie de l'écrivain Daniel Bayard qui a écrit pour le moment 3 livres sur l'histoire de notre pays, sur Haïti. Et ce sont des romans avec de vrais faits historiques. Et t'écoutes là, nous t'ai fait chaud, donc j'avais promis qu'on continuerait la conversation. Aujourd'hui, c'est le jour où nous allons continuer la conversation avec Daniel, because I had a lot of questions for him. And here we are. So Daniel, c'est un plaisir, hein? On continue. Voilà. Bon, alors les questions sont bien notées. Tu nous as déjà expliqué why are the books about, but just a little recap for our viewers who maybe missed the first show. Book 1, okay, is a love story. It basically takes my ancestors over 300 years ago, and it's a love story between Marie and Jean. And these are 2 lovers. They're in their early 20s. They begin their life. He joins the army. He goes to the Battle of Savannah in the American Revolution. He meets Henri Christophe. They develop a relationship. Wonderful story of family, and then suddenly they get thrust into the slave rebellion. Okay, Jean is anti-slavery. He's for the slave rebellion. He follows it, and it's just a wonderful story of family and love. The second book is Toussaint Louverture, The Brilliance. This is one of the greatest men that has ever lived. Okay, he was a politician, he was a diplomat, he was a military man, he was a healer, he was an equestrian. It's amazing what he got done. So this is the story of Toussaint, but told in a way. For example, when I introduce Toussaint and Suzanne, they're having coffee on their veranda. All right, they're joking, they're having fun, they're in a family environment. But then it shows the military, the fighting, the strategy. This man was able to vanquish the Spanish, the French, the British,
three most powerful armies in the world. Yep. Incredible story. And then the last one is Dessalines. This is the rise of Dessalines. Who was Dessalines? These are different men. Toussaint and Dessalines are totally different characters. Absolutely. So it goes into not only who Are you a big fan of Dessalines, or which one is your hero? They're totally different. They're both my heroes. But do you have a preference? Let's put it this way. Toussaint was the ultimate diplomat. This guy was the ultimate field commander, okay? There would not be a Haiti without Dessalines. And Toussaint, too. And Toussaint, right? So you had to mix the two to make the cake. Yeah. And that's just the way it is. Tu as très bien répondu. When I talk about these guys, I talk about also their women. So Toussaint, Suzanne. Okay? Il n'y a pas de grand homme sans une grande femme derrière. Mais c'est ça. Mais Est-ce que tu seras féministe? Parce que I know that you write about a lot about the strong Haitian women who participated in three sisters. everything. Oh, I had okay, three that's sisters, why. A strong mother, okay? Of course. And let me tell you something, okay? And I'm going to talk directly to the Haitian guys out there. You go out there, some of them, and it's like, oh, I'm the boss, I'm the boss. And then they go home, oui, chérie, qu'est-ce que je peux faire? Okay, that's the way it is. At my house, Lily is my boss, okay? I'm love not that. crazy, so I know. You're real. Yeah. So in the books, that's the way I present the women. They're strong women. They're behind their men, but they don't take any stuff from them. And in reality, in history, okay, when you take the Haitian woman, they were fighting battles 300 years ago. And they are still fighting right now. And they're still fighting right now. Here in the States and in Haiti. For example, the American military only let women go into combat 10 years ago. Exactly. So you see the difference, okay? So you were in advance. Exactly. Now, when you take... C'était l'obligation à l'époque, on n'avait pas le choix. But still, yeah, we could have been like des mauviettes qui restent à la maison et qui ne font rien. Mais regarde une chose, les se cachent. hommes a laissé les femmes rentrer dans le militaire. For example, Sanité Belair, her husband was Charles, they fought together. She became a lieutenant in the army. That I didn't know. Yeah, she was a lieutenant. Marie-Jeanne, all right, at the Battle of the Crête de Pérou. The men looked up to her because she shot better, she wore a man's military uniform, and she was ferocious. The French respected her. So these are women, and I can name them, Toya, Marie-Claire, you know, there was so many Haitian women that they were heroes. We were supposed to know their names, you know? Exactly. And we don't, just a few of them. Names now and we'll their know. Personalities. And the new Haitian generation here in the States, they'll know. And the book is in English, which is good, so everybody can read it. Not only Haitians, everybody, everyone. So how would you describe your style of writing? Okay. So what I'd like to do is I like to research who the person was. And I have the ability to get into character. So when I introduce these characters, it's from a personal level. When Toussaint is speaking to his wife, when Christophe is getting married, when he meets his wife, okay? When Dessalines, for example, meets Marie-Claire, okay? This is a brute. This is a guy that didn't take stuff from anybody. All right, he stood his ground. Except his wife. But yet, his wife was able, when he has sieging of Jacmel, when he was trying to get into Jacmel, his wife said, stop. I'm going with my wagons, and I'm going to go feed the people. I'm going to go take care of the injured. He said, whoa, what are you talking about? You can't. Be quiet, I'm going. And she went. Historically, Marie-Claire, his wife, went into Jacmel to feed and to take care of medically people in need. So, tell me she wasn't a powerful woman. She was. Indeed, she was. She was his balance. But I think that's a very good thing that you did, to try to understand, to see these women who were fantastic and who contributed a lot to our history, and nobody really mentioned them. I think that's fantastic that you thought of doing this. So well, I congratulate you for that. It's my wife, my sisters, but let me tell you a funny story. Is your wife Haitian? My wife is French. She's from Saint Barthélemy. Oh, d'accord. Wonderful girl. But anyway, I could go on about her forever. Yeah, why not? In another show. but let me tell you, okay, the funny thing is that I would get calls, all right, from certain men. I'm not going to name them, guys, but I would get calls. Oh, you know, back then the women, they wouldn't have done this, and you know, the sex scene that you have, they weren't. How did I know? I said, how do you know? Were you in the bedroom?
No, you Yeah, weren't. franchement. Okay. Then I say to my sisters, oh, by the way, before any sex scene went in, I had to have my approval from my wife and my sisters, right? And they I were love like, it. I love it. Mom would love it. Oh So my here is God. the woman take, which is much more advanced than the male. I'm not surprised. Okay, guys, I love you very much, but I'm not surprised. And As I said, when the men go in public, I'm the one that runs the house. But when they go home, chérie, qu'est-ce que je peux faire pour toi? absolument, absolument. Ma mère m'a toujours raconté l'histoire d'un grand colonel en Haïti que tout le monde craignait. Il était très dangereux, très brutal. Mais quand il rentrait trop tard chez lui, sa femme prenait un balai et le battait. Et il restait très tranquille et il rentrait gentiment. Donc en fait, toute bouteille a un bouchon. Yo. Mais ben, ouais. Ben, tu vois, il faut l'honnête d'amour, madame. Hein? C'est toujours comme ça. Heureusement, heureusement. Hein? Heureusement. Alors, toujours pour parler des livres, vraiment, mesdames et messieurs, c'est son bel bagage que le livre a montré nous dans le livre ça, pour voir un paquet de femmes haïtiennes solides, que dans l'histoire d'Haïti, que nous lions, dans la plupart de livres qui célèbrent en Haïti, que Haïti moun l'école, il n'y a pas parlé de mesdames ça, il a parlé de 2-3, il a parlé de Marie-Jeanne, 2-3 là-dedans, mais il n'a pas vraiment parlé de toutes femmes ça, qui étaient supportées Mario et qui ont même tout un engouement. Je pense que ça, c'est son idée géniale que ou songer pour mettre ça dans le livre de Daniel. C'est très important. Très important, faut nous lire le livre là parce que là bon pour nous. Alors, j'ai l'autre question encore. Je connais qu'Oprah le fait. You're still going to write books about Haiti and our history up to now, and maybe en avance sur 50 ans de ce qu'on verra. Yes. So this is a big project. So we can expect how many books? Probably 8. 8 total. in total. Yeah. In how many years? You don't know that. It's 5. It's all about 5 years. 5 years. Yeah, 5 to 6. Yeah. Okay. Are you able to do something else to be a businessman and the manager of your dealership right now? Basically, I'm the marketing director of a big automotive dealership. So. Yeah. It's a trying job. So when do I write the book? Everybody says, where do you get the time to write the books? I wake up at 2 o'clock in the morning, and from 2 to 5 o'clock, I'm writing. All right. 5 o'clock, my wife and I are having coffee. She's the woman of the house. Absolutely. That guy. So how are these books relevant for Haiti of today? Without knowing your history, you don't know where you're going. The challenge I believe that the Haitians have today is most do not understand that this is a great history. It's one of the most fantastic histories of the world. Okay, there's 2 countries that had their independence, okay, here at that era. The United States of America and Haiti. Those were the first 2 countries that became liberated. All other countries looked to Haiti for their, for example, Simón Bolívar. Okay? Ah oui, he's ça the va être liberator modèle. of Venezuela. But where did he go for support? Loyote Khalil. And he lost in Venezuela. He ran to Haiti. Haiti took him up, dusted him off, gave him arms, gave him money, okay? And he went back to Venezuela. He got beat again. Where did he go? He went back to Jacmel. Okay? And they cleaned them up again. They gave them arms. And this time they gave them soldiers. 350 soldiers went to Venezuela to fight. These people looked up to Haiti. There are statues in these countries that basically celebrate Haitian heroes because those were the first, those were the pioneers to throw out colonialism. It doesn't get any better than that. So Haiti, the relevancy today is that Haitians, young Haitians, have to have something to hold on to, that they're solid, that c'est qu'on s'y a campé sur 2 chaises, okay, avec l'histoire haïtienne. So once they understand that. Est-ce que tu penses avoir quelques livres en français également? Ta femme est française, donc elle peut faire le travail de traduction. Je ne peux pas écrire en français. Oui, mais ta femme peut traduire. Elle est française, non? Yeah, on peut essayer. Parce que, bon, évidemment, beaucoup d'Haïtiens en Haïti. I was surprised to see how many Haitians speak English in Haiti right now.
but still, that would be great to have these books in French. Maybe You're that's giving a me a project. lot of work. I know, but you like that. You have the version for the young adult. You have it for the grown-up like me, like 18 and up like me, 20. And you know, my grandson gave me a great idea. I'm going to do a coloring book for kids. Really? Yeah. So there'll be. How will you put all these stories in a coloring book? So each of the books has an illustration, okay? So there's a kind of it's not a picture of color, it's a stick figure. So what we're gonna do is basically put it on one page. Let's say, for example, we put Sanité Belair on one page, and then on the other page we'll explain who she was. Okay? Just for a child. So it'll be for under 12 years so your old. grandson But it's a told you coloring that. book, yeah. He gave me that idea. Oh, that's cute. Yeah. Oh, that's really, a really coloring cute. book. And he's 8 years old. Right. Fantastic. He came to me and he says, Grandpa, is it true, and he speaks English, Grandpa, is it true that Haiti was the first country to liberate the slaves? I said, yes, they fought. He says, that's so cool. So he's proud to be Haitian. He's proud. Oh, I love to hear stories like that. Yeah. So, c'est ça le livre là pour le faire pour nous. Là, nous faisons Timoun yo li livre là, hein, et puis tout jeune Timoun qui fait fête dans le pays, et y a content. Voilà, il y a fier que vous sortiez à Haïti. Ça, c'est très important. Mais au Kona Yubai too, les Haitians that are 40, 50 years old, okay, a lot of them don't know everything about their history. Ah bon, Yo oui, kon Toussaint, yo kon Christophe, yo kon Pétion. Yo connaît personnage qui est important, mais par contre détail, yo par contre Détail, yes, yes. Et surtout contribution nous aux États-Unis. Exactement. Ce qui est très très important. Bien. Est-ce qu'on connaît tout que premier l'école qui était faite pour religieuses noires aux États-Unis sont haïtiennes qui était faite. Ah. Et qui relait Elisabeth Lange. And she was in Baltimore, so she created the first school for the black kids, for black kids. Incredible. So she was Haitian. We have so many people Haitians who produce all over the contributed place. to the United States. That's Anytime a Haiti comes out, a Haitian comes out of Haiti, they produce. So Yep. why can't our country be better? That's another debate. Yes. Yes. Speaking of Haitians, did you see the new covers? Yes, yes. You know who did these? Carl Craig. Carl Craig. Okay. Bonsoir, compliment à Carl pour ce beau travail, vraiment fantastique. Compliment Carl. Incredible artist. Okay. He is. I met Comme Carl on dit en créole, 30 vous mettez years. dit ça fort. Yeah. He's great, and that was a good idea to choose him to do these books for you. We're partnering on these books so that he does the covers, and we'll do shows together one day probably. Absolutely, I'll invite you. So we're gonna take a short break. We'll be right back. Je vous rappelle, mesdames et messieurs, que M. Daniel Bayard, écrivain, fraîchement historien, est notre invité ce soir. Il a écrit 3 livres sur l'histoire magnifique de notre pays, Haïti, et il nous raconte plein de trucs ce soir. Alors l'émission est en anglais, en français et en créole, mais les livres sont en anglais. Donc dans la diaspora, c'est notre rôle de les lire, pour que nos enfants soient fiers de leur héritage. Alors, Daniel, I saw that you partnered with ProDev. Yeah. Why? Did they pay for the publication of the books? What did they do for you? I've heard great things of ProDev. They do education, all right? So basically they have 3 schools in Haiti, and they also consult for other teachers. Okay. So not only do they have their own schools, but they are constantly involved with the Department of Education. So a piece of the proceeds from each book, okay, will just go to them. They will utilize it for the benefit of the children of Haiti. That's it. Okay, so who's paying for all these books? It's your own money that you put out. You don't have any sponsor. No. Basically, my wife and I created a publishing company. It's called L&D Publishing. Okay. And as a matter of fact, pretty soon That's we're smart. going to... So you publish your own books. Okay, that's why you can write so many books. Exactly. It's easy. So all the books are available on triumph2tragedy.com.
And for your listeners, use the TV code TV, okay? So discount code TV, and they get up to 35% off. Daniel, à part ta famille, do you have good feedbacks about the book? Yes. Do you have friends and other than Haitians who comments about the book? I attended a book club, all right, and I didn't know what to expect. So I was invited to a book club in Sunrise. So I arrived, and it was a dozen, wonderful ladies, ages between 60 and 80, and they absolutely loved the book. Are you ready for this? There wasn't a single one. No, there was one that was a Haitian. All the other ones were American. Great. And they loved the history. And the major thing they told me was, we never knew. We never knew that Haitians fought in the American Revolution. We never knew that Haiti was the #1 economy of the world back in that era, that it was supplying 60% of the world's sugar, 50% of the world's coffee. Okay, we didn't know that. We didn't know, and this is the ladies telling me, we didn't know that the Haitian economy was so large that it was bigger than the American economy at the time. They didn't know that. Haiti contributed 50% of France's tax revenue. Can you imagine at that time? The island of Haiti, with its exports, contributed that much. That's how rich in resources. C'est pas sans raison qu'on nous appelait la perle des Antilles. Alors, what I'm thinking about is that ce sont les livres si beaux, si bien écrits. Est-ce que tu n'as pas en tête l'idée de les proposer à des filmmakers from Hollywood so they can finally write a beautiful story about Haiti? I'm in hopes. The way that I Because they usually say that they don't like to promote Haiti in Hollywood. That's what we heard from a lot of people. So do you have that in mind? I'm going to hope that one day each one of these books. Why don't you try? I mean, you said you're just hoping. The first thing is to create the product. So now I've been creating the product, okay? The next thing is to market it locally to get the buzz up, all right, for people to talk about it, and then to get it in front of certain producers. So the whole idea is that, you know how you have seasons? This would be season 1, and each of the chapters is an episode. Okay. Okay. So it's an elongated series because here's the challenge. When I first started to write the book, I thought there was going to be 1 book, and it turned out to be 3. Why? As I was studying, there was so much information that needed to be told. I know. Okay, so it's more than a movie. It's more of a series type of thing to educate. Absolutely, it will be a great story. So, mesdames et messieurs, nous pral observons l'autre pause publicitaire et puis là nous retournons. Monsieur Daniel Bayard pral lire pour nous une petite partie de livre que l'a choisi lui-même. À tout de suite. I chose book 2 because it's a very important time in history. Toussaint went to fight for the Spanish, okay? Actually against the French to take over because the Spanish wanted to take over Haiti, then Saint-Domingue, because it was so prosperous. So this is when they're leaving the Spanish territory, and now he's marching, and Biassou and Papillon, that was his boss, now he's becoming the boss of the army, okay? There, amidst the crunching of boots over gravel and dust, was little Sanité, his youngest soldier having turned 12 years old only days ago. A young girl so fierce, even the older men and women recognized her strength and burning desire for victory. He knew she would fight to her death, destined to be remembered by history. Of that, he was sure. Toussaint's officers and soldiers saluted Governor Diamoma in his viewing box on the 2nd floor of the veranda of the Government House building. As they marched, Francois Papillon
stood next to his partner, George Biassou. Both had been relegated to the sidelines as the pageantry of the parade passed them by. Papillon felt as though he were watching his reign over his forces depart as well. He nudged George Biassou and motioned to Toussaint. "Look at him, Biassou," he sneered. "I met him as a docile farmer less than 2 years ago. That butcher Boulet would have strung him up from the nearest tree if it wasn't for me. Now he has intentions on supreme command, my command. Francois, should we not follow those who can lead us best?" Biassou reported, chiding his colleague lightly. "I once met a man who was also a farmer turned soldier. I followed him and he led us very well." Merci Daniel et compliments pour tes beaux livres. Merci Elisabeth, c'était un plaisir. Tout à fait. Voilà, mesdames et messieurs, WhatsApp Caribbean continue dans un moment. Mesdames et messieurs, avec nous aujourd'hui, Monsieur William Eliassin, qui est notre deuxième invité, cet auteur dont je vous ai parlé, et qui a écrit ce livre dont nous allons parler aujourd'hui. William Eliassin, c'est un plaisir de te revoir après tant d'années. Moi aussi, Elisabeth, je suis très heureux de te voir aussi, et je ne peux pas ne pas me rappeler de ta mère, Mona Guérin, et avec sa rubrique. Oh, il est voilà. Voilà, tu te souviens très bien. C'était une caricature qui faisait, c'était la société de l'époque qui était peinte. Alors, justement, c'est pour te dire que comment ces valeurs que ta mère projetait, mais c'était des individus ordinaires, des individus de la société. De tous les jours, elle a su dépeindre avec brio la société haïtienne. C'est ce que je suis en train de te dire, et moi c'est la même chose, et j'étais un simple garçon, et né dans une ville de province, justement, la ville des Cailles. Je vais te demander de te présenter là officiellement, pour ceux qui ne te connaissent pas, donc vas-y. Je suis William Eliassin, originaire de la ville des Cailles, dans le sud d'Haïti. Donc j'ai fait mes études primaires et secondaires au Cailles, d'abord à l'école des frères de l'instruction chrétienne et ensuite au lycée Philippe Guerrier. Et après mon baccalauréat, je suis rentré à Port-au-Prince où j'ai étudié la comptabilité et le droit, à la faculté de droit et des sciences économiques. J'ai commencé là pour la pratique de la comptabilité, j'ai eu une expérience à la ISO Sandaro, à la BNDAI. Ensuite je suis rentré au Wambarbakou en 1976 comme comptable senior. C'est ça. Alors, tu nous présentes ce soir ce livre, en déliant les défis du destin, le parcours d'un orphelin sans mentor. Et pourquoi ce livre? Eh bien, ce livre, c'est d'abord, j'ai été inspiré par un ami écrivain, mon ami Pierre, qui a d'ailleurs préfacé le livre, et c'est Pierre-Raymond Dumas. C'est ça. Et qui... Après plusieurs rencontres, nous avons eu des rencontres où je lui parlais de moi et il m'a dit que, mais William, je pense que tu dois écrire ta biographie et une telle histoire, tu dois pouvoir la raconter aux jeunes pour faire savoir comment les gens peuvent vivre d'une certaine façon en Haïti. Comment, et on part de rien, parce que je suis parti de rien, un petit garçon qui a perdu son père à l'âge de 8 ans et qui a été élevé par sa mère. Ton père est mort comment, à 8 ans, si je peux te le demander? Mon père est mort de maladie naturelle. D'accord. Et à l'époque, quand même, mon père était appelé la quarantaine, mais nous étions 5 enfants, et 2 garçons et 3 filles, et réduits
à vivre seul avec notre mère, qui n'avait pas de grands moyens dans la ville des Cayes. Ma mère avait une petite machine à coudre, et c'est avec cette machine à coudre qu'elle a procédé à l'éducation de ses 5 enfants. Ça a été une femme extraordinaire, d'ailleurs, à qui j'ai rendu hommage dans ce livre. Oui. C'était une femme pieuse et qui priait beaucoup, et une femme aussi qui était très généreuse. Malgré ses difficultés, elle trouvait toujours un moyen pour aider les autres. Aider les gens. C'est pour moi un des modèles que j'ai présenté dans ce livre, le modèle de ma femme. Donc le deuxième modèle, le modèle de ma mère, parce que j'allais dire tout de suite, c'est le modèle de mon épouse, Maud. Dans le livre, tu dis aussi qu'elle aussi, elle est très pieuse, très croyante, et beaucoup plus que toi. C'est ce qui m'a frappé. Donc pourquoi tu n'es pas aussi croyant qu'elle? Eh bien, c'est pas facile à répondre, Elisabeth, tu vois. Je ne suis pas aussi croyante, mais je suis quand même très spirituel. C'est parce que j'ai beaucoup glané dans la vie, j'ai eu beaucoup de lectures, beaucoup. Je connais beaucoup de choses au point de vue mystique, au point de vue spirituel. Donc j'ai évolué, donc c'est ça. Et peut-être que je ne suis pas aussi pieux que mon épouse, mais quand même je participe, je vais à la messe avec elle le dimanche. Alors il y a une différence entre le fait d'être spirituel ou d'être... d'aller à l'église. L'église, c'est pour moi autre chose. Alors quand tu dis que tu es un peu moins croyant, un peu moins pieux qu'elle? Pas au moins croyant, parce que je crois toujours en Dieu, je crois, et je lis la Bible, il y a tous ces aspects-là. Mais peut-être que je ne suis pas au même niveau spirituel que mon épouse. Chacun a Est-ce que c'est parce que tu as vu beaucoup de choses très dures dans ce monde et tu questionnes beaucoup la vie? Qu'est-ce qui t'empêche d'arriver à ce niveau? Parce que quand on est avec quelqu'un qui croit beaucoup, on a tendance à atteindre le même niveau que la personne. C'est exact. Mais ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas au même niveau. On peut être au même niveau, mais de façon différente. Parce que ce que je te dis, que ce n'est pas le fait d'aller à l'église chaque jour. Alors tu ne crois pas à l'église? Voilà, c'est ça que je voulais te dire. Ce n'est pas le fait d'aller à l'église chaque jour, d'aller à la messe. C'est la messe qui fait qu'on est croyant. Absolument. Tu as tout à fait raison. Une foi très solide. Mais j'ai fait beaucoup de lectures spirituelles qui me permettent de voir les choses peut-être autrement que de pratiquer ma foi en allant à la messe seulement. Comme tu l'as appris à l'école, etc. Et que ma femme elle-même, c'est sa conviction à elle pense que s'il faut aller à la messe, il faut communier, c'est ça. Donc c'est pas qu'il y ait des différences vraiment, mais nous sommes que ça ne nous empêche pas de nous aimer, ça ne nous empêche pas de nous comprendre, de vivre ensemble et de vivre très bien, de vivre notre vie de couple très bien. Alors c'est ça, parce que dans le livre, j'ai vu que tu as dit que c'était ton mariage, c'était le plus beau jour de ta vie. Oui. C'est exact. Et ce jour-là, j'ai pleuré parce que d'abord, au rappel du décès, de la mort de ma mère et de mes sœurs, c'est ça. Et le premier témoin de ce mariage était un oncle qui était frère de ma mère et a eu à soulever cette question-là et il disait comment ce mariage était nécessaire pour moi. Après, il y avait peut-être une dizaine d'années que l'accident était survenu et qu'il pensait que c'était une bonne chose pour moi de me marier et de fonder un foyer. Alors, j'aimerais justement que tu parles de ces deux événements, de ce deuxième événement tragique qui t'a frappé dans ta vie. Alors, nous savons que tu as laissé les Cayes, tu as étudié la comptabilité et le droit en Haïti, à Port-au-Prince, et un autre événement tragique s'est produit. Alors, tu peux nous en parler? Donc cet événement tragique, c'est l'événement qui a eu lieu, la mort de ma mère et de mes 3 sœurs. Wow. Donc il rentrait à Port-au-Prince, il voulait, mes sœurs commençaient à avoir l'âge pour rentrer à l'université, donc il y avait des difficultés, donc ma mère a pris la décision de rentrer à Port-au-Prince. Mais qu'est-ce qui était arrivé? À ce moment-là, il y a eu un cyclone au début du mois d'octobre 1966, je crois que c'était le cyclone Cléo, qui avait coupé toutes les routes, il n'y avait pas moyen de voyager par la route. Donc elles se sont décidées, ma mère et ma soeur et mes autres sœurs, à prendre un bateau, on appelle un motorboat, un bateau à moteur qui faisait le trajet Port-au-Prince et les Cayes à Port-au-Prince en passant par Jérémie, les Dames Marie. Donc elles ont pris ce bateau, mais elles ont été à l'intérieur de la cabine de ce petit bateau. Et il y avait beaucoup de marchandises à l'intérieur, et les marchandises, le bateau, il y a eu mauvais temps dans la rade de Dame Marie, dans la rade même de Dame Marie, c'est pas en mer, dans la rade de Dame Marie, il y a eu mauvais temps, le bateau a chaviré, et les marchandises ont tout simplement étouffé ces dames.
parce que ceux qui étaient à l'extérieur sur le pont du navire ne sont pas morts. J'ai l'exemple de mon frère qui était là, mon frère n'est pas mort, donc, mais mes 3 sœurs et ma mère sont mortes dans cet accident. Oui, ça c'est vraiment une histoire dont on peut difficilement se remettre en tant que jeune. Perdre quelqu'un et une personne, mais perdre 3 sœurs et une mère en même temps, c'est dur. Ouais. Je ne vous le cache pas. Et je vois que tu as gardé la dépêche du journal, donc tu as toujours archivé, justement je l'ai vu, tu as toujours archivé tout ce qui concernait. Que la famille Eliassin est périe dans un naufrage. Est-ce que tu es tombé dans une dépression ensuite? Comment a été ta vie quelques temps après? Ma vie, ça m'a été facile. Je dois dire que j'ai voulu faire passer le temps parce que je pensais que le temps était mon meilleur allié. Il fallait que le temps passe. Et beaucoup de fois, les gens venaient m'en parler et quand j'allais au cas, c'était pénible pour moi. Ouais. Et parce que tous les gens venaient me trouver pour me parler de ça et moi je ne voulais pas en parler parce que je pensais que la solution était de ne pas en parler. Une autre solution que j'avais trouvée à cette peine, à ce deuil, c'était de pleurer. Il faut pleurer. Quand vous avez un problème, il faut pleurer, il faut se laisser aller, ne pas penser que pleurer c'est une affaire de femmes, de femmes. Non, non, non. Il faut pleurer. Et ce sont les grands hommes qui savent pleurer. Lors du tremblement de terre de 2010, j'ai eu à donner ce conseil à beaucoup d'amis, beaucoup de gens qui avaient perdu des parents. Et dans le tremblement de terre, je leur ai dit qu'il faut vous faire avec le temps, mais il faut pleurer, il faut se laisser aller et se laisser aller pour que la douleur s'en aille. La douleur. Mais tu n'as pas vu le psychologue ensuite Pas tout de suite, je n'ai pas vu le psychologue, mais je dois te dire qu'après peut-être quelques années, j'ai eu des problèmes de santé et on m'avait référé à un psychologue qui avait retrouvé que je n'avais pas fait mon deuil. Ouais. Pas enterré mais mort. C'est ça. C'est ça qu'il faut toujours faire ça. Et je pense que j'avais trouvé un très bon psychologue qui m'a beaucoup aidé. Ça fait l'affaire de quelques séances et il a pu le trouver où se trouvait mon problème, que je devais vraiment enterrer mes morts. Et ça, je conseille toujours aux gens que c'est l'expression que les psychologues utilisent, il faut enterrer vos morts. Ça veut dire qu'il ne faut pas, c'est pas qu'il faut les oublier, mais il faut que la page soit tournée. Oui, c'est difficile, c'est facile à dire, difficile à réaliser. Mais il faut tourner la page. Ça t'a pris combien de temps pour le faire? Moi, pour tourner la page? Oui, ça a pris 4 à 5 ans, je ne vous le cache pas. Ça a pris 4 à 5 ans et je suis devenu malade et plus de 3 ans après, j'ai eu des problèmes de digestion et ceci, et le psychologue m'a sauvé. Et il a trouvé la cause de ma maladie parce que les médecins ordinaires ne pouvaient pas voir ce que j'avais. Est-ce qu'une fois guéri dans l'esprit, une fois tourné la page, automatiquement les problèmes de santé ont disparu? Exactement, c'est ce que j'ai dit. J'ai suivi les conseils du psychologue et les problèmes de santé ont effectivement disparu parce qu'il n'y avait pas vraiment de cause matérielle, de cause dans mon corps. Pour expliquer. Ça. C'est encore une fois la preuve que le cerveau contrôle le corps. J'ai eu un très bon médecin qui m'avait recommandé à ce psychologue. Je parlais tout à l'heure de mes modèles, mais j'ai eu plusieurs modèles. J'ai parlé du modèle de ma mère qui a été un modèle exemplaire. J'ai parlé de ta femme, Maud. Ma femme qui a d'ailleurs illustré ce livre. Qui a illustré ce livre avec ses tableaux. Très jolies illustrations. Et qui m'a soutenu aussi tout au cours de la période où je voulais laisser tomber ce livre. Et quand as-tu décidé d'écrire ce livre? Et ça fait une dizaine d'années. Ah, donc c'est un livre qui a vraiment mijoté C'est un livre qui a mijoté et j'ai écrit beaucoup de chapitres et c'est pour cette raison que vous devez remarquer qu'à la fin, j'ai dû mettre un appendice. L'appendice, c'est justement pour me rattraper, parce qu'il ne fallait pas écrire un autre livre, me rattraper. J'ai mis les événements qui se sont passés après 2012-2014, j'ai dû les mettre en appendice pour que je puisse vraiment les faire apparaître. Mais pourquoi il a mijoté autant? Est-ce que tu pensais qu'il n'était pas encore prêt ou alors que tu n'avais pas tout dit, tu allais à ton rythme ou tu étais trop occupé au travail? C'était quoi la raison? Je ne peux pas te dire exactement. Il n'y a pas une raison directe. C'est un peu de... Je ne dis pas de paresse, parce que j'ai écrit le livre, j'ai voulu continuer quand même, et même... Et Pierre-Raymond Dumas, qui m'avait initié, qui m'avait demandé d'écrire ce livre, et chaque fois il me demandait, mais qu'est-ce que tu attends, William? Pourquoi tu ne fais pas publier le livre? Je ne sais pas ce qui me retenait. Et c'est peut-être que j'ai vraiment mis beaucoup d'éléments dans l'appendice, et qui peut-être que si j'avais publié le livre
il y a peut-être en 2012, en 2014, peut-être que je n'aurais pas tous ces éléments-là. C'est ça. Le livre est devenu maintenant plus complet. Donc je te parlais de mes modèles, j'ai eu plusieurs modèles, donc j'ai parlé de mon époux, j'ai parlé de ma mère. Ensuite, et comme modèle, il y a un modèle que je voulais dire aussi, j'ai parlé de ce modèle, c'était l'évêque des Cayes, Monseigneur Jean-Louis Collillon. Je ne sais pas si tu l'as connu, mais ta mère a dû le connaître, Monseigneur Collillon. Et c'était pour moi un modèle parce que j'étais très jeune quand j'allais à l'évêché, j'écoutais ses sermons. Mais ce que j'ai apprécié dans Monseigneur Collillon, c'est que Monseigneur Collillon était un bâtisseur. Un bâtisseur parce que c'est grâce à lui que toute la zone, la région des Cayes, jusqu'à Port-Salut, au Coteau, et il a construit des églises, il a construit des écoles, il a construit des dispensaires, il a construit le séminaire de Mazenod, par exemple. Et il faisait beaucoup d'activités, beaucoup de bien dans la ville des Cayes. Mais que faisait Monseigneur Collillon? Monseigneur Collillon, c'était un évêque, un prêtre qui avait une bonne diction, qui parlait très bien. Il allait prêcher. C'était un Américain d'origine belge. Il parlait le français, il parlait l'anglais. Alors ils se rendaient aux États-Unis chaque année pour aller faire un tour dans des paroisses riches pour recueillir de l'argent grâce à ces sermons. Et il venait aider sa communauté, son diocèse. Et quelle est pour toi ta plus grande réussite de ta vie? Eh bien, il y en a plusieurs. La plus grande réussite, c'est la réussite de mon foyer, et le mariage à mon épouse et mes enfants à qui j'ai inculqué une éducation solide et qui sont maintenant dans la vie, qui ont réussi aussi dans la vie, parce que des fois l'élève dépasse le maître, donc des fois les enfants m'ont même dépassé. Je pense que c'est une très grande satisfaction de voir quand on a élevé des enfants, on leur a donné l'éducation qu'il faut et ils sont devenus adultes et même qui vous dépassent. Je pense que c'est extraordinaire, c'est la plus grande réalisation. Absolument. Alors, mesdames et messieurs, nous allons observer une pause publicitaire, nous vous revenons dans quelques minutes. Je vous rappelle, mesdames et messieurs, que notre invité ce soir est M. William Eliassin, qui n'est pas un écrivain de profession, il est comptable, avocat, et il s'est lancé dans cette expérience d'écrire son autobiographie. Alors, est-ce que, William, ça va continuer? Tu vas continuer à écrire d'autres livres ou alors c'était juste pour raconter ta vie et tu t'arrêtes là? Bon, je pense que j'aurais pu, à partir de ce que j'ai écrit, je peux continuer, mais à partir de ce qui manquerait, ce que je n'aurais pas dit, par exemple. Donc tu n'es pas tout à fait satisfait de ton livre, tu penses qu'il manque certaines choses? Avec l'addendum, j'ai complété parce que j'ai parcouru toute ma vie, de mon enfance, mon adolescence, mon âge adulte, et j'ai mis... Je parlais de mes modèles, je parle de modèles, j'ai passé mon temps à la Société du Homme Barbancourt, que j'ai déjà d'ailleurs décrit. J'ai beaucoup décrit dans ce livre. Et il y a aussi l'aspect où depuis 1982-1983, je travaille dans la philanthropie, où vraiment je fais beaucoup, où j'ai fait beaucoup. Et justement, je fais partie du Lions Club, le Lion Club de Port-au-Prince. Ouais, c'est ça, qui existe toujours. Oui, qui existe toujours. Et qui fonctionne actuellement? Qui fonctionne. Nous avons créé le premier club en 1982-1983 et ça a continué. Au niveau des Lions, j'ai fait une œuvre très valable, très utile, parce que nous avons beaucoup contribué à la reconstruction des maisons de beaucoup de gens dans la commune de Port-au-Prince qui a été très affectée par... Alors, quand on lit ton livre, on sent ta très grande fierté d'avoir été à Barbancourt. Il y a même une page en couleur de Barbancourt. Je me suis demandé, est-ce que Barbancourt est un sponsor de ce livre? Est-ce qu'ils ont sponsorisé le livre ou quoi? Parce que je vois toute cette page de Barbancourt, je n'ai pas très bien compris. Est-ce qu'ils sont un sponsor du livre ou non? Non, pas du tout, pas du tout. Mais il faut dire que Barbancourt, ça a été ma vie. J'ai passé 40 ans. Donc, j'ai travaillé. Est-ce que tu gardes une certaine amertume de ton départ de Barbancourt? Une certaine amertume, si vous voulez, parce que les choses ne se sont pas passées comme
je l'aurais souhaité, étant donné que je suis parti à la suite du décès de Thierry Gardère. Thierry Gardère, avec qui j'ai collaboré pendant de longues années, j'étais son assistant, on a fait beaucoup de choses, et j'ai même publié un extrait du discours. C'est ça, quelqu'un m'a dit, quelqu'un à qui j'ai montré ton livre m'a dit pourquoi il veut se justifier. Non, la justification, c'est que il y aurait une tendance à négliger l'œuvre de Thierry Gardère qui a eu lieu à Barbancourt, et que cette œuvre était valable, et que sans cette activité, sans le travail de Thierry Gardère, qui était assisté de moi, sans ce travail de Thierry Gardère, Barbancourt ne serait pas ce qu'elle est maintenant. Ok, les gens n'auraient pas recueilli un Barbancourt florissant en 2017. Donc c'est ça que j'ai voulu faire voir. J'ai voulu insister sur cette partie-là où j'ai présenté le père de Thierry, j'ai présenté Thierry, et moi aussi, si j'étais de la partie à ce moment-là. Alors, si tu pouvais, avec du recul, faire ton autocritique de ton passage à Barbancourt, est-ce que tu es complètement satisfait, ou est-ce que si tu pouvais retourner en arrière, tu aurais changé certaines choses? Je ne pense pas. Ce que j'ai fait avec Thierry, j'étais le bras droit de Thierry Gardère pendant de nombreuses années. J'ai travaillé avec le père de Thierry et qui m'admirait. Donc tu n'aurais rien changé si tu pouvais revenir en arrière? Je n'aurais rien changé, et la situation est ce qu'elle est. C'est ça. Mais j'ai voulu rendre aussi un hommage à Thierry. Ce n'est pas une question de justification, et Thierry a fait ce qu'il a fait, mais on doit pouvoir rendre à César ce qui est dû à César. Thierry a fait de belles choses, il faut le dire. Donc si la nouvelle génération récolte quelque chose, un Barbancourt fructueux, mais c'est grâce au travail de Thierry Gardère et de son père. Donc on ne peut pas effacer ces pages de l'histoire. Aidé de moi, voilà. Alors voilà, un grand merci William de nous avoir visités ce soir. On continue la conversation très bientôt parce qu'il y a plein de sujets intéressants qu'on pourrait aborder. C'est ça. Félicitations pour ton livre. Okay. Mesdames et messieurs, ça a été un plaisir d'être avec vous ce soir à l'heure de WhatsApp Caribéenne. Nous vous souhaitons une excellente soirée. Le rendez-vous est fixé à la semaine prochaine, toujours à la même heure. Bonsoir.